De M. Lamontagne, Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux. Bienvenue parmi nous. Mme McCann aura l'occasion de s'exprimer un peu plus tard. Mais d'abord, question d'entrer dans notre horaire aussi. Nous allons entrer dans les détails des orientations de la politique. Nous allons débuter par une présentation des orientations 1 et 3, à savoir une offre de produits répondant aux besoins des consommateurs et des entreprises attractives et responsables. Vous pouvez donc vous référer au feuillet 2 portant le titre « Réponse aux besoins des consommateurs, orientation 1 » et des entreprises attractives et responsables, orientation 3. Vous avez ça dans vos pochettes. Sans plus attendre, je cède la parole à M. Dion. Avec le micro. Bonjour, Mme McCann, Monsieur le ministre Lamontagne, M. Charette, bonjour. Alors, on est content de vous avoir avec nous. D'entrée de jeu, là, ça se complique un peu parce que vraiment, on entre dans le vif du sujet. Là. Et le ministre, M. Lamontagne, a tenu 16 rencontres avec des gens de tous les secteurs d'activité et plusieurs d'entre vous y avez participé au départ. Il y a eu aussi une série de propositions des partenaires qui sont entrés au ministère et enfin des propositions qui venaient des ministères et organismes du gouvernement. Alors, globalement, ma présentation vise à essayer de resserrer tout ça puis à donner les points centraux qui ont été l'objet de ces discussions-là, qu'est-ce qu'on en retient. Si on commence avec la première section sur la réponse aux besoins des consommateurs. Les rencontres préparatoires de M. Lamontagne avec les partenaires ont permis d'identifier 3 priorités. La première, c'est la valorisation et la promotion des produits alimentaires d'ici sur les marchés du détail et l'institutionnel. La deuxième, la conquête des marchés extérieurs, plus spécifiquement la croissance et la réciprocité des normes des produits importés. On en a parlé un peu ce matin. La troisième, c'est la confiance des consommateurs et le développement des connaissances alimentaires. Pour répondre à celle-ci, les partenaires sectoriels ont identifié 180 actions à réaliser. C'est assez gros. Tout ça s'articule, puis on peut résumer ça, on a essayé de regrouper ça en 5 catégories. La première étant de campagne de promotion sur les produits bioalimentaires québécois. La deuxième, d'initiatives sectorielles de positionnement des aliments du Québec auprès des détaillants, des restaurateurs et institutions. La troisième, d'activités de prospection et d'accompagnement sur les marchés extérieurs. La quatrième, des outils et de l'accompagnement encore dans le développement des produits santé. On va en parler, je pense bien. Et la cinquième, des projets d'éducation et de saine alimentation, notamment en milieu scolaire. Du côté des ministères et organismes, on a reçu 70 propositions de mesures. Parmi celles-ci, on retient l'appui à l'identification et à la promotion des aliments du Québec, incluant les produits aquatiques. L'élaboration d'un cadre stratégique gouvernemental pour l'accroissement des achats d'aliments dans le milieu institutionnel. L'aide au développement des exportations par l'intermédiaire du groupe Export agroalimentaire. Un nouvel appui pour améliorer la qualité nutritive des aliments en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. L'amorce de travaux visant la modernisation de la loi sur les produits alimentaires et sa réglementation. Il y a beaucoup de choses là-dedans. De plus, on peut compter sur une action gouvernementale concertée grâce à des politiques complémentaires aux nôtres, et je pense notamment au ministère de la Santé et des Services sociaux avec la politique gouvernementale de prévention en santé, dont un des volets est consacré à la saine alimentation. Il y a également le plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale, sous la responsabilité du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, notamment pour des questions de sécurité alimentaire. Je pense aussi au développement des exportations qui implique un travail commun entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Investissement Québec et le ministère des Relations internationales. Des collaborations sont également établies avec le gouvernement fédéral, toujours dans l'objectif de favoriser une offre de produits québécois qui répond aux besoins des consommateurs. Cette collaboration se traduit notamment par le Partenariat canadien pour l'agriculture, que beaucoup connaissent, 2018-2023, ainsi que des comités de travail fédéraux, provinciaux et territoriaux en matière de développement des marchés et le tout en collaboration avec Agriculture Agroalimentaire Canada. Nous aurons le plaisir de voir la ministre tout à l'heure.
Deuxièmement, les travaux relatifs aux normes associées aux produits importés, ainsi qu'à la prévention de la fraude alimentaire en collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Notre deuxième grand chapitre dans nos orientations, c'est-à-dire les entreprises attractives et responsables maintenant. Toujours dans le même cadre avec M. Lamontagne, les partenaires y ont identifié 3 priorités. La main-d'œuvre et la relève, notamment quant aux enjeux de pénurie et de rétention de main-d'œuvre. L'environnement et les pratiques d'affaires responsables et la santé et le bien-être des animaux. Parmi tout cela, on a aussi reçu 175 actions des partenaires, dont des diagnostics et des initiatives sectorielles en matière de main-d'œuvre, des outils d'aide et des services d'accompagnement au démarrage et transfert d'entreprise, des outils et des services pour la mise en place de pratiques agricoles durables, l'élaboration de codes et de règles sur les bonnes pratiques en santé et en bien-être des animaux, et pour la première fois, l'identification d'objectifs de croissance en production biologique pour plusieurs secteurs. En ce qui a trait au ministère et organismes, parmi 110 mesures, on a identifié notamment l'appui à la relève entrepreneuriale en collaboration avec la Fédération, la Financière agricole du Québec, l'accueil et la rétention des travailleurs étrangers en collaboration avec le ministère de l'Immigration et de la Diversité et de l'Inclusion, l'appui à l'adoption de pratiques durables et à l'éco-certification des produits aquatiques du Québec en collaboration avec la Financière agricole du Québec. Un plan d'action sur l'antibiorésistance et l'appui au projet favorisant la santé et le bien-être des animaux en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Financière agricole du Québec selon le cas. Un soutien au développement de l'agriculture biologique en collaboration avec la Financière agricole du Québec. D'autres politiques gouvernementales complémentaires apportent également des contributions très importantes. Ainsi, au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et avec la Stratégie nationale de main-d'œuvre et les comités sectoriels de main-d'œuvre. Il y a 5 comités sectoriels de main-d'œuvre qu'on doit rappeler, en production agricole, en transformation alimentaire, en commerce des aliments, en pêche maritime et en horticulture ornementale et commercialisation et services. Nous avons aussi la stratégie québécoise sur les pesticides et la stratégie phytosanitaire, respectivement sur la responsabilité du ministère de l'Environnement, de lutte au changement climatique, dont nous avons le ministre ici. Et finalement, le plan d'action sur les changements climatiques et la stratégie gouvernementale de développement durable sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et de lutte au changement climatique. Le gouvernement fédéral collabore avec nous grâce à des initiatives comme les comités fédéraux, provinciaux et territoriaux sur la main-d'œuvre et l'agro-environnement, qui impliquent Agriculture et Agroalimentaire Canada, la stratégie de santé des végétaux et des animaux du Canada avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, les travaux en matière de préparation aux urgences en santé animale menés conjointement par Agriculture, Agroalimentaire Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Et maintenant, pour aller plus loin, au cours des pré-rencontres du ministre Lamontagne, nous avons constaté l'émergence de certaines préoccupations partagées par les partenaires sur lesquelles il serait intéressant de se pencher. Parmi celles-ci, la question de l'information disponible pour les consommateurs sur les aliments et leur mode de production, l'achat local par les institutions publiques, les exportations et les normes de produits importés, les enjeux relatifs à la main-d'œuvre, le virage vers l'agriculture durable et les enjeux quant au gaspillage alimentaire. Comme nous ne pouvons pas couvrir toutes les préoccupations exprimées, il serait intéressant de prioriser certaines d'entre elles et de réfléchir comment nous pourrions travailler ensemble pour pousser ces questions plus loin. Nous aimerions vous entendre à ce sujet et vous serez d'ailleurs sondés dans quelques instants là-dessus. En terminant, le feuillet que vous avez en main, il y a une liste des initiatives inspirantes qui soutiennent chacune des orientations de la politique. Elles sont présentées à titre d'exemple et il y en a d'ailleurs plusieurs autres que nous avons recueillies. Je dois dire, je remercie l'ensemble des partenaires qui ont collaboré avec nous pour monter tout ça. Il y a tout un programme derrière ça, M. Lamontagne, vraiment. Il y a de l'ouvrage pour vous pour 4 ans, il n'y a pas de trouble. Merci, M. Dion. Et je souhaite officiellement la bienvenue parmi nous à M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Nous allons commencer bientôt les échanges de la table ronde, mais d'emblée, j'aimerais céder la parole à Mme Danielle Mécan, ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être parmi vous
pour cette belle rencontre qui concerne évidemment la mise en œuvre de la politique bioalimentaire. Alors, je veux saluer d'abord mon collègue, M. André Lamontagne, avec qui j'ai le privilège de travailler, et M. Charette aussi, Benoît Charette. Mon Dieu, que je suis bien entourée ce matin. Alors, avec des collègues que j'apprécie énormément, et je vois vraiment aujourd'hui la présence de tellement de monde qui s'occupe de la mise en œuvre de la politique bioalimentaire. Ça demande effectivement un travail intersectoriel, un grand, grand travail d'équipe. Et je suis très heureuse d'y participer avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. On sait à quel point bien s'alimenter, là, on ne peut pas le dire suffisamment, là, c'est la base d'une vie en santé. Hein? Alors, on voudrait que ça soit simple, mais ça ne l'est pas nécessairement. On sait que beaucoup de gens souffrent encore, et trop, d'insécurité alimentaire. Hein? Vous n'êtes pas surpris que je mentionne ça au départ. Il y a encore, malheureusement, en 2019, trop de secteurs au Québec qui sont ce qu'on qualifie des déserts alimentaires ou des communautés isolées. Il faut vraiment s'en préoccuper, et moi la première, avec vous. Il y a des solutions, il faut bien les identifier, il faut les implanter, il faut qu'on continue à travailler ensemble pour le faire. Et je pense qu'on est en mesure d'aller beaucoup plus loin dans ce cycle-ci de notre gouvernement. Lors du Congrès national de la CAQ, en fin de semaine dernière d'ailleurs, on a entériné, les militants ont entériné plusieurs propositions qui vont dans ce sens. Et c'est une preuve, encore une fois, que toute la question de la saine alimentation est au cœur vraiment de nos préoccupations. Il a été question de réduire l'utilisation des pesticides, de soutenir l'économie locale, et on l'a mentionné encore tout à l'heure, l'achat local, et notamment par les institutions, et Dieu sait que nous, en santé et services sociaux, on a là un levier important. J'ai bien l'intention de m'y atteler avec mon équipe, parce qu'il y a là du potentiel pour la santé des Québécois et des Québécoises et pour le support à nos agriculteurs. Il y a également l'agriculture biologique et aussi le développement de l'agriculture en serre. Je sais, pour en avoir discuté plusieurs fois avec lui, que tous ces sujets sont très chers au ministre de l'Agriculture, et ça me touche aussi comme députée de Sanguinet, une circonscription qui est sur la rive sud de Montréal, et où est-ce qu'il y a 60% du territoire qui est rural. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer plusieurs agriculteurs, le bonheur aussi de voir que dans ce comté, mais dans plusieurs autres au Québec, il y a beaucoup d'innovations potentielles et réelles, et que je veux, avec mon collègue de l'agriculture, supporter certainement la relève agricole aussi, parce que là aussi, il y a des effets positifs pour l'ensemble de la population. Donc, vous le voyez, le ministre de l'Agriculture, c'est pour moi un allié très, très précieux. Et évidemment, c'est pour ça que je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Et ce n'est pas nouveau qu'on s'intéresse beaucoup à l'agriculture et aux champs connexes du côté de la santé et des services sociaux. D'ailleurs, toute la question de l'alimentation s'est enchâssée dans la politique gouvernementale de prévention en santé. Et la politique gouvernementale, ça touche énormément de ministères en prévention en santé. Vous savez comme moi que la prévention en santé, ça se fait à l'extérieur en majorité du ministère de la Santé et des Services sociaux, parce que c'est là qu'on a le plus d'impact, notamment en agriculture, mais dans d'autres domaines aussi.
Et je souligne d'ailleurs la présence du directeur national en santé publique qui est ici avec nous aujourd'hui, Dr. Horacio Arruda, et également la politique bioalimentaire, pour nous, c'est un levier majeur au sein de la politique gouvernementale de prévention en santé. Mais je pense aussi à la table québécoise sur la saine alimentation que j'ai eu le bonheur de rencontrer dernièrement. Et évidemment, Mme Sylvie Bernier est ici aujourd'hui, une personne qui joue un rôle prépondérant au Québec dans ce dossier. Je suis très contente d'ailleurs de pouvoir travailler avec Mme Bernier. Et également le comité de l'industrie de la transformation alimentaire qui travaille sur l'offre d'aliments en santé et au groupe consommateur de la politique bioalimentaire. Alors, on est très, très fiers au gouvernement de pouvoir compter sur des gens comme vous, des partenaires aussi mobilisés qui partagent notre vision, il faut le dire, pour une société plus juste, plus équitable et plus en santé. Et je vais dire un mot rapidement sur aussi un dossier qui attire beaucoup mon attention, la santé mentale de nos agriculteurs. On en a parlé, mon collègue, M. Lamontagne et moi-même, et je veux vous dire que je suis extrêmement sensible à ce dossier et que je compte bien y voir davantage. Je compte bien prendre des mesures pour supporter nos agriculteurs dans le grand dossier de la santé mentale au Québec. Alors, encore une fois, merci. Je sais qu'il y a la Charte québécoise pour une saine alimentation. Hein, c'est une charte très importante. Je l'ai signée. Je suis parmi les 1000 signataires et je la supporte bien évidemment. Je l'ai fait comme citoyenne et je l'ai fait aussi comme ministre. Et je le fais aussi pour marquer l'importance que j'accorde aux droits de tous les Québécois et de toutes les Québécoises d'avoir accès à des aliments sains et nutritifs. C'est une base très importante. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre. Et sans plus tarder, on cède la parole à votre collègue, Monsieur Charette. C'est bien gentil, un plaisir de me retrouver parmi vous ce matin. Cher André, merci de réunir cette belle salle. J'ai le privilège pour ma part de travailler avec André depuis quelques années et je vous estime très chanceux et je le dis en toute sincérité d'avoir la possibilité de travailler avec lui. C'est un homme de cœur, de passion. André, mes salutations également. Nous, ça fait moins de temps qu'on se connaît, mais déjà, je vois l'esprit de collaboration qu'elle instaure au ministère de la Santé. Là, vous allez me permettre un commentaire très, très personnel, mais ça fait certainement changement des dernières années au niveau de la collaboration avec le milieu. Donc, un plaisir de me retrouver parmi vous. Chers messieurs, mesdames, les sous-ministres, chers partenaires de la table, c'est une belle rencontre ce matin. André nous en a parlé il y a quelques semaines maintenant, donc très heureux de voir qu'elle se concrétise avec un groupe aussi impressionnant ce matin. Daniel le mentionnait, le gouvernement, à travers son parti, a tenu des assises importantes au cours de la fin de semaine dernière où il a été question essentiellement d'environnement, oui, mais de façon très concrète, en essayant d'identifier des pistes de solutions qui nous permettront, comme société, d'avancer, que ce soit au niveau de nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, mais pour tout simplement améliorer notre environnement également. Et l'agriculture, le bioalimentaire est certainement une des façons à privilégier, à retenir pour contribuer à l'amélioration de notre environnement. On parle souvent de lutte au gaz à effet de serre, mais une belle façon, une très, très belle façon d'y parvenir et de favoriser l'achat local notamment. Donc, toutes ces initiatives qui visent à favoriser cet achat local-là visent à aider, à accompagner aussi nos producteurs agricoles notamment.
Et à ce sujet-là, un des engagements qu'a pu prendre le ministère de l'Environnement ces derniers mois, qui a été réitéré à maintes reprises par le premier ministre, par moi-même aussi, est de placer le ministère dans un mode de collaboration. Je ne veux pas juger ce qui s'est fait par le passé, mais souvent le ministère de l'Environnement était perçu comme étant celui qui empêchait de tourner en rond. Et je ne veux certainement pas dénigrer la mission fondamentale du ministère en disant ça. On se doit d'être là pour appliquer des normes, on se doit d'être là pour appliquer aussi des règles qui sont essentiellement basées par des données scientifiques. Mais il n'y a strictement rien qui empêche le ministère de le faire dans un esprit de collaboration. Et c'est réellement la dynamique que l'on souhaite instaurer. C'est la dynamique que je m'efforce à établir là, avec les différentes directions du ministère. Et ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Vous allez me permettre, Monsieur le maire de Manceau, de faire référence à notre petite conversation tout à l'heure. Ce qu'on nous a souvent reproché, et une des lacunes qu'on identifie aisément, c'est ce problème où le ministère est là pour identifier soit la sanction, identifier la correction nécessaire, mais dans l'intervalle, la collaboration n'est pas toujours facile à saisir. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis actuellement à ce niveau-là pour faire des différentes directions régionales des collaborateurs lorsqu'un projet, lorsqu'une idée est sur la table et non pas être là uniquement pour soit annoncer la mauvaise nouvelle, la sanction ou un non, c'est de se placer dans un mode de collaboration. Et je prenais plaisir à regarder un petit peu les petites étiquettes, les différents groupes que vous représentez ce matin et vous êtes tous des partenaires de premier ordre. Donc, on espère pouvoir incarner cette transformation-là au cours des prochains mois. Avec le sous-ministre, avec l'équipe des sous-ministres adjoints également, on a identifié certaines problématiques au niveau de la réglementation notamment. Et dans chacun des cas, ce qu'on a eu l'occasion de réitérer, on ne veut pas diminuer nos exigences environnementales. Ce serait bien mal avisé pour le ministère de l'Environnement d'aller dans cette direction-là, mais on se veut devenir plus facilitant, plus collaborant. Donc, éventuellement, au gré de nos rencontres, n'hésitez pas à partager vos doléances. On a une très belle équipe d'ailleurs au niveau du cabinet. J'ai le plaisir d'être accompagné de deux personnes qui me sont d'un appui très précieux ce matin. Donc, on est en mode écoute. Et quand je regarde les différentes orientations, quand je regarde les projets qui vont alimenter la politique pour les prochaines années, je vois très bien à quel endroit on peut intervenir pour agir comme partenaire à notre tour. Et ce qui est formidable dans le cas du ministère de l'Environnement, c'est qu'on arrive au bon moment. On se doit à ce moment-ci d'établir un petit peu notre plan d'action pour la période 2020-2030. Donc, on est à y réfléchir actuellement. Donc, c'est un beau moment pour se laisser alimenter. Et si on ne fait que parler, par exemple, des gaz à effet de serre, le milieu agricole est un producteur, un émetteur de gaz à effet de serre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en même temps, je n'ai pas rencontré un seul membre de l'industrie, un seul producteur qui veut mal faire. Au contraire, on nous dit à toutes les rencontres, aidez-nous à vous aider, identifier des pistes de solutions afin que l'on puisse vous accompagner dans ce chemin-là. Ma collègue le mentionnait, notamment au niveau des pesticides aussi. Donc, je n'ai pas entendu aucune personne me dire « on veut sciemment mal faire », mais c'est une collaboration qui est à établir. Et quand je regarde mon collègue André, moi, j'ai le grand plaisir d'être son voisin de banquette à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un plaisir quotidien que j'ai, mais c'est des occasions d'échanger. On a parlé beaucoup de pesticides ces dernières semaines et ça nous permet d'aborder des pistes de solutions ensemble. Donc, n'hésitez pas. C'est peut-être le seul message que je peux vous transmettre ce matin. N'hésitez pas à nous transmettre, à nous communiquer ces bonnes idées. On sera là pour travailler avec vous, pour les mettre en place. Et le moment ne peut pas être mieux choisi que maintenant, compte tenu du plan que je mentionnais qu'on doit préparer ensemble.
Il y a un mandat d'initiative aussi, vous le savez, à l'Assemblée nationale, notamment sur l'usage et l'utilisation des pesticides. Donc, c'est un beau moment de réflexion, oui, mais surtout voir ensuite comment accompagner les producteurs pour qu'ils puissent continuer à bien faire ce qu'ils font déjà très bien. Donc, le momentum est parfait. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit très bien dans ce contexte-là. Donc, très hâte d'échanger avec vous là, au cours des prochains instants avec mes collègues André et Daniel. Merci de votre présence. Oui, juste un petit mot pour vous dire, dès l'entrée en fonction de Benoît, je lui ai mentionné l'importance vraiment qu'on ait un comité ou qu'on coordonne nos activités ensemble, l'agriculture et l'environnement. Puis l'objectif dans tout ça, c'est de s'assurer que chacun comprend la réalité de l'autre. Puis je peux vous dire que cet effort-là, il est en force, il est en place présentement. C'est certain que le fait qu'on soit des conjoints de banquette à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas idée du nombre d'enjeux qu'on décide. Écoute, je rencontre des gens, première chose que je sais, le lendemain, le mardi suivant, on est à l'Assemblée nationale, Benoît est assis à côté de moi, puis là, j'y parle de tel producteur, à telle place, il se passe telle chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux vous dire une chose, ça part d'en haut, puis ça s'en va en bas, puis ça va fonctionner. Alors, un gros merci, Benoît, un gros merci, Daniel, d'être ici, puis on y va. Vous avez raison, on y va. La balle est dans votre camp. On ouvre la discussion à nouveau en table ronde. Je vous rappelle de privilégier des interventions courtes, comme vous l'avez fait plus tôt cet avant-midi, pour donner le plus de chances possible à tout le monde de s'exprimer. Je vous rappelle également qu'à tout moment, les ministres peuvent intervenir dans la discussion. Alors, pour lancer les échanges, je vous poserai les questions suivantes. Quels sont les engagements qui vous mobilisent ou qui vous inspirent le plus? Quelles seraient vos propositions aux partenaires pour aller plus loin? Et là-dessus, je cède la parole à l'AQINAC. Oui, bonjour, Christian Breton de l'AQINAC. Écoutez, depuis un an, M. le ministre, que la politique est en place. Et puis, j'aimerais voir, il y a des choses qui sont marquées dans notre document. Et est-ce qu'on a commencé à réaliser ces problématiques-là? Par exemple, la main-d'œuvre, la situation empire de mois en mois, pour ne pas dire de semaine en semaine. Les industries manquent de main-d'œuvre. Et on ne sent pas qu'il y ait des politiques d'avancée ou beaucoup au niveau gouvernemental encore là-dessus. Au niveau de la réciprocité des normes, on en a parlé ce matin. Mais est-ce qu'il y a eu déjà des avancées de fait là-dedans pour que les produits qui rentrent ici sur nos marchés tiennent compte des mêmes normes que nous, nos producteurs, doivent rencontrer, que ce soit au niveau environnemental ou au niveau normes de bien-être ou peu importe. Est-ce qu'il y a un échéancier là-dessus aussi, parce qu'on parle de l'actualisation ou la modernisation de la loi sur les produits alimentaires? Est-ce qu'il y a un échéancier là-dessus? C'est pas mentionné. Moi, j'aimerais ça savoir. Ensuite de ça, mais un commentaire aussi, je suis bien heureux de voir que le MAPAC puis l'environnement soient ensemble. Moi, ça fait plus que 30 ans que je suis dans le secteur, puis c'est la première fois que je vois ça. Avant ça, il y avait une espèce de confrontation où les gens ne travaillaient pas ensemble, travaillaient en silo. Maintenant, je pense que les objectifs semblent s'arrimer un peu mieux. Et puis, je crois que ça va être le début d'une bonne collaboration dans ce domaine-là, parce que les producteurs ont besoin que le MAPAC puis l'environnement collaborent ensemble puis se concertent sur les mêmes objectifs. Merci. On m'entend? OK. Rapidement. Les silos, là, au Conseil des ministres, toute la gang, là, je peux vous dire, on est là. Puis entre nous autres, ça commence comme ça. C'est comment on travaille ensemble, puis comment on ne veut pas en avoir de silos. Que ce soit la famille, l'éducation qui sont ensemble, la santé, la jeunesse, l'environnement. Je peux vous dire qu'il y a un effort qui est là. C'est des messages qu'on passe à nos équipes, des messages qu'on passe à nos sous-ministres, aux sous-ministres adjoints. Puis on voit déjà de l'impact dans chacun de nos ministères de cette volonté-là. Rapidement, là, l'enjeu de la main-d'œuvre, très, très important. Je peux vous dire une chose, que c'est certain qu'il y a une grosse partie de ça là, qui est dans les mains du fédéral. Hein? Puis on parle de programmes de travailleurs temporaires, mais il faut qu'on passe à une autre étape. Ce n'est plus des travailleurs temporaires, c'est des travailleurs qui sont permanents.
Ça ne sert à rien de faire des études d'impact sur le marché à chaque année. Quand c'est toujours le même monde qu'on fait revenir pour les mêmes besoins, il ne s'en créera pas plus de monde qui vont vouloir faire ça. Nos besoins augmentent, puis nos gens pour les faire ne sont pas là. Fait que récemment, j'ai eu une rencontre bilatérale avec le ministre Hardeman de l'Ontario, puis on a convenu ensemble de faire, non seulement d'attendre après le fédéral, mais là, on a convenu de 4 propositions. Que je pense, la lettre, je vais l'avoir signée d'une journée à l'autre, à soumettre au fédéral, une démarche conjointe de l'Ontario qui ne demande pas de changement législatif au gouvernement, mais qui fait en sorte que si vous n'avez pas d'idée pour nous aider, là, on va vous en donner. Puis cet été, au mois de juillet, 17, 18, 19 juillet, c'est la conférence des ministres de l'Agriculture au Québec, dont je suis le président, co-président avec Mme Bibeau. Puis on va s'assurer que le message qu'on leur a passé va être rendu, qu'on va avoir eu le temps de le processer, pour faire en sorte qu'on espère bien là, que quand on va arriver au mois de juillet, les gens vont avoir été sensibilisés. Puis il faut vraiment avoir de l'action là-dedans. Je ne peux pas croire que c'est juste le Québec qui souffre de ça. C'est à la grandeur du Québec. Deuxième des choses, réciprocité des normes, on s'entend encore là, c'est quelque chose qui est fédéral. Nous, ce qu'on a fait, là, on est très proactifs à chaque fois qu'on a quelque chose qui est porté à notre attention, à savoir qu'il peut y avoir une problématique, c'est de la documenter, puis de la soumettre au fédéral, puis de leur demander d'agir, puis d'enquêter. Je peux vous dire une chose, là, on est en mouvement vraiment au MAPAC à ce niveau-là, là, pour faire en sorte qu'on documente, puis on soumet, mais en bout de ligne, ce n'est pas nous les maîtres d'œuvre, c'est l'autre, mais si on ne s'organise pas, puis on ne les met pas d'en face, comme on dit, là, des réalités qu'on rencontre, bien, ils ne bougeront jamais. Ça, c'est Puis le dernier point, la question sur la mise à jour de la loi sur les produits alimentaires, je peux vous dire que ça va très, très bien, ça chemine. Je ne veux pas vous donner de date, mais il y a du monde qui travaille là-dessus à plein temps, puis je pense que quand on va arriver au bout du processus, là, il y a du monde qui vont être enchantés de cette mise à jour-là, de cette politique-là, de cette loi-là. Merci. Merci, M. Breton. Il y a beaucoup d'interventions qui sont en attente. J'ai baissé le temps d'intervention à 2 minutes en vous demandant votre collaboration. Maintenant, on cède la parole à l'Association de la restauration du Québec. Oui, bonjour. Alors, François Meunier, je suis vice-président Affaires publiques et gouvernementales pour l'Association Restauration au Québec. Merci, M. Charret, Mme McCann, M. Lamontagne et M. Dion, bien sûr. Vous savez, c'est le bloc le plus important pour nous parce que toutes nos priorités y apparaissent. Alors, je suis déçu de seulement avoir 2 minutes, mais c'est certain que pour nous, on est très fiers maintenant de pouvoir être reconnus comme un vecteur de croissance dans le cadre de la politique bioalimentaire. La restauration, vous le savez, c'est maintenant 3,5 milliards de dollars de ventes par année. Et je peux penser que, finalement, d'avoir dépassé un peu les objectifs d'achat alimentaire québécois, on y a un peu contribué. Vous savez, il y a avec Aliments du Québec, le projet Aliments du Québec au menu qui est rendu avec 300 restaurants participants. Le Québec a mieux performé en restauration depuis les 2 dernières années et que l'Ontario et que l'ensemble du Canada. Et c'est une démonstration que lorsqu'on offre des conditions d'exploitation qui sont performantes, adéquates, que l'industrie pourra contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique. Bien sûr, toute la question de la mise en valeur des produits alimentaires québécois, leur identification, leur valorisation, c'est pour nous une préoccupation importante et on entend continuer à y contribuer. Mais il va falloir aussi que la politique aboutisse finalement à des actions et à des ressources. Notamment, on a un projet d'identifier les produits alimentaires québécois dans les répertoires d'achat des différents distributeurs du secteur achérie et on souhaite le faire avec Aliments du Québec, mais bien sûr aussi en collaboration avec le MAPAC et le soutien est essentiel. La révision de la réglementation nous apparaît comme étant aussi quelque chose d'extrêmement préoccupant et on souhaite que tout ça se fasse en co-construction. Vous savez maintenant, on a créé une table filière tertiaire qui réunit mes collègues de la distribution, les détaillants, les gens d'Aliments du Québec aussi sont là. Et on a identifié finalement déjà des priorités et la révision de la réglementation y apparaît en tête de liste. Et bien sûr, on souhaite le faire de manière transparente et ouverte avec le ministère, c'est certain. La saine alimentation, sachez qu'on contribue aux travaux de la table québécoise sur la saine alimentation. On a toujours dit que l'industrie ne voulait pas faire partie du problème, mais voulait faire partie de la solution. Et on entend continuer dans cette direction-là, bien entendu. La main-d'œuvre, j'ai été très content, M. Lamontagne, de vous entendre dire, de voir votre engagement, mais sachez que, outre les diagnostics, il faudra aussi que là, ça se transpose en actions concrètes. Et sachez qu'il n'y a pas juste, évidemment, les agriculteurs qui ont des problématiques de main-d'œuvre et que présentement, tous les travailleurs non qualifiés ou peu qualifiés
c'est à peu près impossible de pouvoir obtenir un soutien dans le cadre des programmes de travailleurs étrangers temporaires. Et quand on parle que toute la filière bioalimentaire devra être supportée dans les problématiques de main-d'œuvre, il faut aussi que ça dépasse le secteur agricole, bien entendu. Merci, M. Meunier. La parole est à la Fédération québécoise des municipalités. Oui, bonjour. Guy Saint-Pierre, maire de Manceau, voisin de la municipalité de Fortierville. Madame McCann, un dossier de notre territoire. Je veux porter à votre attention deux choses. Quand vous avez parlé de désert alimentaire, effectivement, il se retrouve de plus en plus dans nos municipalités et dans nos régions de moins en moins d'épiceries, qui est disponible proche, à proximité. On se ramasse avec des dépanneurs où on vend du chocolat et des chips et de la liqueur et de la bière, mais dans les produits de base ou dans les fruits et légumes, c'est pas là. Et la distance à parcourir pour aller rejoindre ces produits-là, ben ça s'éloigne, ça s'éloigne et ça s'éloigne. Et pour ce qui est des petites épiceries qui existent sur les territoires, bien souvent, c'est le milieu qui l'a pris en main. Les municipalités y mettent de l'argent. Donc, avec les taxes, ils gardent l'épicerie, mais en plus, payent des produits plus chers parce qu'ils sont loin et sont plus dispendieux. C'est une problématique. L'autre point que j'aimerais apporter à l'attention, c'est dans un des orientations, en tout cas, c'est écrit « Projet d'éducation à la saine alimentation, notamment en milieu scolaire ». Autour de la table, le ministère de l'Éducation n'est pas ici, à ce que je sache. Est-ce que j'ai raison? Nous sommes en contact permanent avec le ministère de l'Éducation quand même. OK, merci. Ça conclut votre intervention. Je vous remercie. La parole est à Aliments du Québec. Très bref, monsieur, j'en prends bien note. Votre point sur les communautés isolées, merci, merci. Éducation en saine alimentation, nous travaillons beaucoup avec mon collègue ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Je vais juste dire ça pour être très bref. Merci, monsieur, de votre intervention. Bonjour, mon nom est Marie Baudry, directrice générale d'Aliments du Québec. Monsieur le ministre Lamontagne, Madame la ministre Danielle McCann, Monsieur le ministre Benoît Charette, tout d'abord, merci. Merci pour ce bilan. Nous sommes extrêmement heureux de participer à cette journée aujourd'hui. Force est de constater, quand on travaille ensemble, qu'on peut y arriver. Je pense que qu'est-ce qui est mobilisant, justement, c'est qu'il y a des objectifs qui sont fixés pour chacune des cibles qu'on veut atteindre. Et vous avez démontré aujourd'hui, en plus, que la plupart de ces objectifs-là sont atteignables. On tient à vous remercier aussi pour votre confiance, pour le support que vous avez donné à notre organisation. Et Mme McCann, je trouve intéressant que dans le domaine de la santé, on s'intéresse aussi aux produits locaux. Alors, merci beaucoup. Je voudrais apporter votre attention sur comment faire pour aller plus loin. M. Meunier vient d'en parler tout à l'heure. Aliments du Québec, on a un bon support financier de votre part et comme je vous disais tout à l'heure, on vous en remercie. Par contre, l'Ontario, comme vous le savez, a des moyens, vous avez parlé du gouvernement de l'Ontario tantôt, substantiels de leur côté au niveau pour supporter le secteur bioalimentaire. Monsieur Meunier a parlé de projets qu'on a ensemble, donc je pense qu'on travaille fort, tous les intervenants, pour y arriver. Aliments du Québec peut souvent avoir un effet de levier avec d'autres partenaires aussi. Mais là, on a, au niveau de l'identification de produits dans le secteur HRU, qui est beaucoup plus difficile, on a des petits problèmes et ça demande plus de temps, de croisement de liste, du travail finalement clérical. Et Aliments du Québec et l'Association Restaurateurs Québec, on est allé de l'avant, on a déjà investi, on est dedans. Il nous manque un petit montant, cependant, pour aller plus loin, pour identifier chez un partenaire, en faire un projet pilote. Et je pense que ça serait drôlement intéressant pour les restaurateurs et les institutions du secteur. Mais on s'est fait dire qu'il n'y avait malheureusement pas de programme. Donc, je pense que comme solution, ça serait peut-être de considérer, si on va aller plus loin ensemble, de regarder peut-être des programmes pour le secteur tertiaire qui pourraient être intéressants et ça nous permettrait de mieux faire vivre cette politique-là. Merci. Merci, Mme Baudry. Ça, c'est un 2 minutes parfait pour vous donner un aperçu de la longueur. L'Association des producteurs maraîchers du Québec. Oui, bonjour. Éric Van Ouden, pour l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Des entreprises prospères, durables et innovantes, c'est de la musique à mes oreilles, ça. J'aime ça. Ça signifie pour nous de mettre en place des fonds de recherche. On veut aller plus vite. On veut diminuer les pesticides qu'on met.
mais ça prend des autres moyens, puis c'est là qu'on veut aller. On a des clubs d'encadrement technique qui ont de la peine à survivre, qui ont de la misère parce qu'ils n'ont pas de financement. C'est un moyen que ça nous prend pour aller plus loin. Ça fait plaisir que M. Charette soit là parce qu'on gagnerait l'horticulture à travailler plus avec l'environnement parce qu'on a des belles choses qu'on fait sur les entreprises, puis on a besoin d'être accompagné puis de voir ce qu'on fait. C'est super intéressant. Alors, dans le fond, le but ultime, c'est de produire des aliments sains pour la santé. Merci. Merci, M. Van Winden. Et le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Alors, merci encore, M. Lamontagne, d'avoir tenu parole par rapport à la politique bioalimentaire. Et on est en mesure de voir aujourd'hui que c'est une vraie politique gouvernementale avec vos collègues qui sont autour de la table. Alors, merci d'être là. La transformation alimentaire, c'est la première industrie manufacturière en importance au Québec en termes de revenus, donc de livraison, 30 milliards de livraisons, et en termes d'emplois, 70 000 emplois directs et 100 000 indirects. J'aimerais d'abord vous dire que le terme aliment transformé est très mal perçu. Pourtant, un aliment transformé, c'est tout aliment dont on a modifié la composition physique ou chimique. Un aliment qui n'est pas dans sa forme originale est passé par un transformateur alimentaire. Alors que ce soit un aliment de base, un ingrédient de base, de la farine biologique, ou que ce soit du tofu, ou que ce sont tous des aliments qui ont subi une ou plusieurs transformations. Alors, je pense que c'est important de réitérer ça autour de la table. On a des aliments qui sont excellents pour la santé, qui sont transformés, bien entendu, mais on a aussi des aliments qui sont d'occasion. Je ne veux pas répéter ce que mes collègues ont dit avant moi, parce qu'évidemment, l'enjeu de l'emploi, de la main-d'œuvre est évidemment un enjeu qui est très important pour nous, mais j'aimerais m'arrêter sur deux en particulier. L'approvisionnement de produits québécois dans l'institutionnel, que ce soit dans les hôpitaux, les écoles, et évidemment, c'est une priorité pour l'industrie québécoise qui achète et transforme 70 % de toute notre agriculture québécoise. Alors, comment est-ce qu'on peut mieux se positionner et travailler ensemble avec le gouvernement pour l'achat institutionnel? Et deux, valorisation de la matière résiduelle. Comment est-ce qu'on peut mieux travailler aussi avec les gouvernements pour revaloriser la matière? On est souvent pointé du doigt pour le plastique, l'emballage, mais évidemment, l'emballage dans un aliment, c'est ce qui assure sa salubrité. Et on ne peut pas négliger l'emballage. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux travailler aussi avec le gouvernement sur tout ce qui est matière résiduelle, revalorisation de la matière? Merci. Merci, Madame Cloutier. Monsieur Charette? Un petit commentaire au niveau de la gestion des matières résiduelles. C'est réellement un élément sur lequel on accuse un certain retard au Québec. Il y a des engagements qui avaient été pris, notamment au niveau de la matière organique, mais pour également les questions de suremballage, sinon de plastique, du verre. Donc, nous, l'automne, donc dans les prochains mois, c'est réellement la saison au ministère que l'on souhaite dédier en grande partie, à tout le moins, la gestion des matières résiduelles. Et déjà dans le budget qui a été adopté il y a quelques semaines, on prévoit des sommes importantes à ce niveau-là. Il y a un 100 millions, notamment, de nouveaux crédits budgétaires, oui, pour tout ce qui est recyclage, récupération, revalorisation, mais on veut accompagner aussi l'industrie pour diminuer ou l'aider à trouver soit des nouveaux marchés ou des nouveaux procédés pour qu'elle puisse arriver à mettre en marché ces produits en mettant aussi moins de ces plastiques notamment. Donc l'automne sera une belle occasion, je pense, pour moderniser nos façons de faire. Et dans l'intervalle, on a des comités des tables, que ce soit de co-création, qui travaillent à accumuler ces belles idées. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les partager, mais l'automne sera largement consacré à la gestion des matières résiduelles et à aider à adresser la question là, de tout ce qui est sur emballage notamment. Oui, juste rapidement sur la question de l'achat institutionnel, je peux vous dire que
il y a vraiment un coup de barre qui va être donné à ce niveau-là. Moi, j'ai été assermenté le 18 octobre. Je pense que le 23-24, je me suis ramassé là, dans les médias avec la question des pommes tranchées tantôt qui venaient des États-Unis. Puis j'ai enquêté un peu au ministère pour m'apercevoir que, on n'a pas de répertoire de l'offre bioalimentaire québécoise, on n'a pas de cibles qui sont données. Finalement, d'un point de vue gouvernemental, c'est un peu quasiment une page blanche. Alors, il y a une volonté qui est là. Déjà, on a mis en chantier la question du répertoire bioalimentaire, mais aussi, c'est de s'inspirer des meilleures pratiques. Puis on a des gens, là, que ce soit les gens d'Équiterre que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais aussi d'entendre. Puis l'idée, c'est de prendre les meilleures pratiques, de ramener ça dans la machine, puis de voir comment on peut répandre ça. Puis une première chose que j'ai faite, j'ai demandé des fonds à notre ministre, M. Girard. Il nous a accordé 2 millions de dollars pour les 5 prochaines années, ça veut dire 10 millions de dollars, pour faire du démarchage pour être capable justement de véhiculer ces meilleures pratiques-là, puis inviter les organismes. On a, je pense, 8 500 organismes là, qui sont couverts par le champ institutionnel. On parle de 2,5 milliards. Alors, si on arrive à augmenter le pourcentage, pas si, on va arriver à le faire, mais je veux juste vous dire que le chantier est lancé, là, puis on a les yeux sur la balle. Je peux vous dire ça. Merci. Nous allons maintenant entendre le Conseil des industriels laitiers du Québec. Bien, merci beaucoup de nous écouter aujourd'hui. C'est très intéressant d'avoir les 3 ministères ensemble. Pour le premier point, au niveau de l'orientation 1, au niveau de la valorisation des produits et promotion alimentaire d'ici, une chose très importante, c'est au niveau des institutions gouvernementales, la santé, différentes institutions. Je vais réitérer que on doit prêcher par l'exemple. C'est bien entendu, on vous parlait d'achat local depuis tantôt. Et lorsqu'on parle d'achat local, bien entendu, ça l'aide au niveau des circuits courts, au niveau de l'environnement. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de produits régionaux dans les hôpitaux, où est-ce qu'on traite nos personnes âgées, où on est là. Je pense qu'on devrait commencer par ça. Deuxième point très important, puis dans l'industrie laitière, bien important, c'est un produit qui est très bon au niveau calcium et différentes nutritions, et c'est très important à ce niveau-là. Deuxième point bien important, au niveau de la croissance des marchés extérieurs, ce que je voudrais dire au niveau des normes des produits importés, bien, l'industrie laitière, je veux juste vous dire qu'on n'est pas la vache sacrée, mais on était la vache sacrifiée au Canada. Donc, les contingents d'importation au niveau de l'Union européenne, on est en train de signer présentement avec la nouvelle ALENA, qui est le ACEUM, et que là, il va y avoir aussi le PTPG. Tout ça ensemble, c'est 10 des produits laitiers canadiens qui va disparaître, qui va venir de l'importation. Fait qu'on a été sacrifiés. Comment on fait pour s'assurer que les clients sachent quel produit vient de où? Bien important, on a besoin de votre aide. Deuxième point bien important, c'est comment ils sont contrôlés chez eux. Est-ce qu'ils ont les mêmes normes et mêmes réglementations que nous autres? Et comment faire pour nous aider au niveau politique fédéral? On a besoin de vous et de vos différents milieux de nous aider. Au niveau des orientations 3, lorsqu'on parle de pénurie, rétention, le Conseil des industriels laitiers travaille fortement présentement pour essayer de développer avec l'ITA, le MAPAC, un DEC, un AEC spécialisé en industrie laitière, bien important, c'est notre force. Bien entendu, avec l'aide des cégeps et les centres d'expertise fromagère du Québec, on a besoin de votre support, on a besoin de notre aide. Il faut emmener les jeunes et les moins jeunes à regarder notre valeur québécoise. On transforme 3,3 milliards de litres de lait au Québec, autant coopératives qu'en entreprises privées. C'est majeur et on a un produit de qualité et il faut continuer dans ce sens-là. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et c'est parfait. Merci, M. Chalifou. La Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec, c'est à vous la parole. Merci. Depuis ce matin, on parle d'alimentation, mais un des aspects qu'on oublie, c'est que les végétaux ornementaux sont aussi de la nourriture, mais pour l'âme. Ces plantes que l'on produit, que l'on cultive et qu'on entretient sont des solutions pour bien des enjeux de société actuels, tels que la lutte au changement climatique, la lutte aux îlots de chaleur, mais aussi au niveau de la santé publique, au niveau de la qualité de l'air, mais aussi des effets du jardinage, notamment sur ses bienfaits au niveau de la santé mentale. Pour ne nommer que ceux-ci. Dans le cadre des rencontres préliminaires de la politique bioalimentaire, nous avons eu la chance de vous présenter les bases d'une politique de végétalisation du Québec. Pour nous, c'est simple, il faut que les plantes deviennent à l'avant-plan quand on parle d'infrastructure au Québec. Il n'y a rien de plus vert qu'une plante. Souvent, on entend parler de verdissement, de trucs verts.
quand on parle d'environnement, mais on tasse, on met de côté les plantes. Mais une plante, c'est vert et c'est des solutions à vos différents enjeux. C'est des solutions pour des enjeux et des cibles actuelles de la politique bioalimentaire. Quand on parle de milieux agréables, d'amélioration du territoire et ainsi de suite, bien, c'est nos plantes qu'on retrouve là. Mais c'est aussi des enjeux, un grand enjeu économique, c'est-à-dire que tous ces nouveaux marchés-là font faire en sorte de rendre des entreprises du secteur horticole plus prospères, d'améliorer les conditions de travail de nos travailleurs et de développer des nouveaux emplois dans une industrie nouvelle qui reste à développer, où on a encore besoin de recherche et ainsi de suite. Mais pour ça, il faut réussir, un peu comme les autres l'ont dit, d'arrêter de travailler en silo et de pouvoir travailler avec vos 3 ministères réunis, c'est-à-dire le MAPAC, le ministère de la Santé publique et l'Environnement. Et je suis content de vous avoir ici ce matin, les 3. Ça fait plusieurs mois qu'on tente d'arrimer tout ça, puis de vous voir les 3 réunis, c'est porteur pour nous, puis ça nous indique que c'est sur la bonne voie, puis qu'on voit qu'il y a une ouverture d'esprit pour travailler hors silo. Merci beaucoup. On cède la parole à l'Union paysanne. Bonjour à nouveau. Merci encore pour les différents paliers du gouvernement pour permettre le débat actuel. Je l'apprécie beaucoup. Quand j'ai assisté à la présentation de la politique bioalimentaire, effectivement, on envisageait déjà qu'il y aurait des centaines de propositions, de moyens, c'est ce qu'on entend ici, de demandes également. Bon. Moi, le point le plus positif que je retenais dans la politique, dans l'annonce de la politique au départ, c'était qu'il y a un processus d'évaluation. Parce que je ne pense pas qu'on arrive à s'entendre sur tous les moyens qui ont été émis ici ou qui sont dans le document de travail. Pour moi, l'important, c'est qu'on puisse faire une évaluation. Et c'est un peu ce que je déplore, c'est le manque assez criant d'indicateurs mesurables. Bon. Pour moi, le revenu brut, comme je mentionnais tout à l'heure, ce n'est pas un objectif. Revenu net, c'est un objectif qui se mesure. Le nombre de fermes, c'est un objectif qui se mesure. On parle des consommateurs. La politique parle non pas de réduction de l'utilisation des pesticides, mais de réduction de l'impact des pesticides. C'est 2 choses. Fait que la politique n'inclut même pas une réduction des pesticides. On devrait être capable de mesurer ça. La politique ne parle pas non plus d'étiquetage d'OGM. Les gens veulent avoir l'étiquetage d'OGM. Ça se mesure, ça aussi. Si après 1 an, 2 ans, est-ce qu'on a atteint l'étiquetage? Pourcentage d'approvisionnement, que ce soit des institutions publiques, que ce soit pourcentage d'approvisionnement du Québec. Je mentionnais tout à l'heure que la politique a comme objectif une réduction de l'approvisionnement québécois en matière de produits du Québec. C'est le contraire de ce qu'on veut obtenir. Tout le monde ici, on veut avoir de l'achat local, de l'achat du Québec, et pourtant la politique vise une réduction de cet approvisionnement-là. Je parle également de l'engrais dans les cours d'eau, les nitrates, les phosphates, ça se mesure. On peut mettre en place 15 moyens différents, mais si on ne mesure pas l'impact on peut se retrouver encore ici dans 5 ans, dans 10 ans, à se demander, oui, on aimerait beaucoup avoir la réduction mais on ne l'a pas chiffré, on ne l'a pas quantifié, on ne l'a pas mesuré, on ne l'a pas évalué. Fait que là, je parle d'étiquetage, de pesticides, d'approvisionnement, d'engrais, l'érosion des sols, etc. D'avoir comme objectif de faire d'exportation, je termine avec ça, pour moi, ce n'est pas un objectif que réclame la société. Ça peut peut-être être un moyen pour atteindre d'autres choses. La biodiversité, ça se mesure. Est-ce que les exportations augmentées vont augmenter notre degré de biodiversité? Je ne sais pas. J'aimerais qu'on le mesure. Est-ce que le fait d'augmenter les exportations va améliorer l'achat local du Québec? Pas sûr. Il faudrait qu'on puisse mesurer ça pour voir dans 1 an, dans 2 ans, est-ce que ça a donné quelque chose d'augmenter les exportations de 3 milliards? Je termine. Merci. Merci, M. Laplante. Je cède la parole au regroupement des cuisines collectives du Québec. Bonjour, Monsieur le ministre Lamontagne, Monsieur le ministre Charette et Madame la ministre McCann. Sylvie Sarrazin du regroupement des cuisines collectives du Québec. Je trouve tellement encourageant d'entendre Monsieur le ministre parler des mangeurs parce que c'est un premier pas vers la reconnaissance du droit à l'alimentation pour l'ensemble de la population du Québec, une revendication que le regroupement des cuisines collectives porte avec sa déclaration pour le droit à la saine alimentation. Bravo, c'est un pas dans la bonne direction. Si tout le monde peut adopter ce vocable-là de mangeur, ça va être vraiment positif pour la population du Québec. Alors, qu'est-ce que j'ai noté tantôt, c'est qu'il serait peut-être intéressant d'ajouter dans les indicateurs du baromètre quelque chose sur l'insécurité et l'autonomie alimentaire de la population. Une façon de mesurer cela quand on utilise le baromètre des consommateurs, mais
qu'on ait un baromètre des mangeurs du Québec et qu'on sache vraiment si on a des pas qui font avancer pour l'ensemble des mangeurs, que tout le monde puisse avoir une alimentation saine. Les cuisines collectives, ils continuent leur travail de terrain et ils sont reconnus pour leur approche saine alimentation, justement, et anti-gaspillage alimentaire. C'est une démarche inclusive où tous et toutes ont leur place. Pour sa part, le RCCQ continue d'exercer son leadership en portant la Déclaration pour le droit à la saine alimentation et avec ses 1300 membres, puis sa tournée « Manger un droit » dans l'ensemble du Québec. Cette déclaration comprend 17 revendications, dont la première est la mise en place d'un panier d'épicerie de base accessible et à prix régulé. Une étude est en cours et les résultats seront transmis d'ici peu. Merci, chère Madame. Et d'emblée, j'accueille et je souhaite la bienvenue à Madame Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada. Bienvenue parmi nous, Madame. Nous pouvons enchaîner avec l'Union des producteurs agricoles. Oui, bonjour à tous. Je vais profiter de la présence de Mme McCann qui quitte. Qui quitte. Mme McCann, s'il vous plaît. 2 petites secondes. Vous avez parlé de santé psychologique chez les agriculteurs et j'étais heureux de vous entendre le mentionner. Et je vous offre la collaboration de l'Union des producteurs agricoles et Au cœur des familles agricoles, qui est un organisme qui se préoccupe de la santé psychologique des agriculteurs. On vous a écrit une lettre à cet effet-là et on croit que c'est important que le ministère de la Santé offre des services adaptés à la situation des producteurs agricoles au Québec. Merci. Permettez, monsieur, oui, je suis d'accord avec vous. Alors, on va faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Et merci, monsieur Groslot, de m'avoir donné l'occasion de remercier Mme McCann pour son passage et sa participation. Oui. Alors, je vais me concentrer sur le volet environnement puisque le temps est compté. Alors, on a eu l'occasion de rencontrer M. Charette récemment. Les réglementations environnementales doivent évoluer et c'est ce qu'on demande, une réglementation évolutive qui s'adapte aux connaissances qui se développent. Le règlement sur les entreprises agricoles et le moratoire sur les superficies en culture au Québec, qui date de 14 ans maintenant, on peut lever le moratoire et se donner des mesures culturelles, des mesures de production qui permettraient de protéger l'environnement tout en permettant d'accroître les superficies en culture au Québec. C'est possible, les connaissances existent, et ça, il faut lever ce moratoire-là. On perd des superficies de terres agricoles à chaque année pour d'autres usages, mais le secteur agricole, lui, ne peut pas s'agrandir. Au niveau des gaz à effet de serre, on parle beaucoup des changements climatiques et du réchauffement climatique et tout. On est concerné par ça au premier chapitre. Oui, le secteur agricole est un émetteur actuellement de gaz à effet de serre, mais on peut aussi être un capteur de gaz à effet de serre en amélioration, en augmentant la matière organique dans nos sols. Le Danemark, par exemple, s'est donné une cible d'être l'agriculture du Danemark serait 0 émetteur en 2050. Donc, c'est que l'ensemble du secteur agricole, par ses différentes pratiques, certains vont capter, d'autres vont émettre, mais au total, on peut devenir un 0 émetteur. Moi, je pense qu'au Québec, on devrait se donner par des études, par de la recherche, voir de quelle façon on peut y arriver. La production animale au Québec, c'est important, c'est 70 des revenus agricoles actuellement. Donc, on va continuer de produire de la protéine animale, mais il faut travailler sur la recherche et le développement. Et tout ça dans un objectif de maintenir la compétitivité du secteur. Parce que oui, on veut exporter, oui, on veut être sur nos marchés, mais pour être sur nos marchés, il faut être compétitif par rapport aux produits importés. Et pour être à l'exportation, il faut être compétitif par rapport à nos compétiteurs sur ces marchés-là. Donc, il faut que ça se fasse dans un objectif de maintenir la compétitivité. Merci, M. Groslot. M. Charette, vous voulez réagir? C'est gentil, oui. Merci, M. Groslot. Je garde un bon souvenir de notre rencontre qui est encore toute récente. Juste vous confirmer à vous, mais également aux autres personnes qui participent ce matin,
Il y a des suites à cette rencontre, il y a des suivis qui s'effectuent au niveau du ministère. On a effectivement discuté de la superficie des terres agricoles. On a parlé des émissions de gaz à effet de serre. Peut-être vous mentionnez, vous confirmez que dans les prochains jours et les prochaines semaines, dans tous les cas très, très rapidement, on va mettre sur pied des groupes de travail. Tout à l'heure, je mentionnais qu'on était à élaborer notre stratégie 2020-2030 et nous, c'est des initiatives qui débutent dès cet été et soyez assurés que vous, comme regroupement, serez de la partie. Plusieurs autres partenaires seront aussi consultés parce que la solution vient plus souvent qu'autrement des milieux eux-mêmes. Tout à l'heure, je disais le milieu agricole est une source d'émissions, oui, qui demeure nécessaire, on s'entend, mais il y a des belles solutions qui peuvent être mises en place et notre plan d'action qu'on veut présenter en début d'année, on veut que ça devienne non pas le plan d'action du gouvernement du Québec, mais de la société québécoise avec toutes ses composantes, notamment le milieu agricole. Donc, dans les prochains jours et prochaines semaines, attendez-vous à ce qu'il y ait cette invitation à collaborer avec nous pour identifier ces pistes de solutions. Merci, M. Charette. Le temps file. On va prendre encore une intervention avant d'aller entendre les gens dans la salle et la parole est à l'Association québécoise des distributeurs en fruits et légumes du Québec. Bonjour, messieurs les ministres et Madame la ministre. Nous, à l'Association québécoise de la distribution des fruits et légumes, on représente toute la chaîne de la distribution des fruits et légumes, donc vraiment de la terre à la table. Et notre mission, c'est de rendre cette route la plus écologique, la plus efficace, la plus responsable et la plus prospère possible. Nous sommes très heureux, c'est certain, que la moitié de l'assiette soit consacrée aux fruits et légumes. Et je voulais juste réitérer le fait que c'est la fenêtre en ce moment, la fenêtre est optimale pour y parvenir. Il y a consensus, je pense, au niveau de la communauté scientifique, au niveau des nutritionnistes, des infirmières, en fait, de tout le monde, de la communauté civile, des organisations partenaires, qu'il faut investir en promotion de la consommation des fruits et légumes. Donc, je voulais juste vous inviter à continuer de soutenir les efforts en promotion de la consommation qui passent, c'est sûr, par une éducation des consommateurs pour les sortir de leur peur irraisonnée. Et ça passe, c'est sûr, par de l'éducation. Mais aussi, il y a beaucoup de bénéfices à en manger, puis je pense que les bénéfices sont beaucoup plus grands à en manger que de ne pas en manger. Il faut taper sur ce clou-là et on a besoin de votre collaboration. Ça va aussi faire un Québec plus en santé. Il y a des économies importantes sur le système de santé, moins de soins de santé à prodiguer, moins d'ordonnances à prescrire. Donc, c'est de l'argent qu'on peut sauver dans le système de santé qu'on peut réinvestir, c'est sûr, en prévention et ailleurs. Je voulais le redire à Mme McCann aussi, mais on est très heureux de collaborer à tous les projets qui vont rendre l'accès aux fruits et légumes à l'échelle du Québec. Donc, pour rejoindre les populations vulnérables, vous pouvez compter sur nous pour trouver les meilleurs moyens de rejoindre ces communautés et de leur amener des fruits et légumes frais transformés aussi. Peut-être dans les projets qui mobilisent, on a un rêve, c'est d'avoir des collations de fruits et légumes pour toutes les écoles à travers tout le Québec. On va travailler fort là-dessus dans la prochaine année avec la collaboration de différents ministères. Merci beaucoup. Et merci à vous. C'est ainsi que se terminent les interventions pour cette portion des échanges. Nous allons aller dans la salle pour environ une dizaine de minutes. Je dirais que le même message s'impose, des interventions courtes, M. Levac, de la part des participants. Effectivement, nous allons y aller assez rondement. Tout d'abord, une intervention de M. Lafontaine qui carrément vient du ciel, c'est-à-dire le carrefour industriel et expérimental de Lanaudière. Bonjour tout le monde. Madame la ministre, messieurs les ministres, oui, effectivement, je suis le directeur du ciel. Je suis d'abord un agronome, un chercheur. On n'a pas parlé beaucoup de recherche aujourd'hui. Je voulais simplement, on a entendu parler par exemple de pesticides à quelques occasions. La spécialité du Centre de recherche Ciel, c'est la phytoprotection, donc la protection des cultures qui passe par la gestion intégrée des ennemis des cultures. Chez nous, on travaille à développer des régies, des approches, des stratégies d'intervention qui permettent aux producteurs de réduire l'impact des pesticides, de réduire les risques associés à l'utilisation des pesticides dans notre agriculture. Au cours des dernières années, ça m'est arrivé d'être critique face aux politiques du MAPAC. Aujourd'hui, je veux saluer
ce qui a été fait par le MAPAC au cours des dernières années. On a assisté à la mise en place d'une direction de la phytoprotection. Le mouvement s'est accéléré au cours des années récentes aussi, avec beaucoup d'initiatives pour financer des projets intéressants qui visent la réduction des pesticides et la réduction des risques associés aux pesticides. Et je veux saluer ces initiatives-là. On espère aussi être capable de mettre en place de meilleures collaborations, notamment avec le ministère de l'Environnement, avec le ministère de la Santé aussi, puis de continuer nos efforts avec le MAPAC. En terminant, je voudrais juste ajouter qu'au Québec, on n'a pas parlé beaucoup de recherche aujourd'hui. On a tout un réseau de centres de recherche et de centres d'expertise. Il y a plusieurs de mes collègues qui sont dans la salle aujourd'hui. On touche à tous les secteurs, les différents secteurs au niveau de l'agriculture. Et puis, j'encourage nos collègues agriculteurs à faire appel à leurs services. Merci. Merci beaucoup. Nous prenons une deuxième question de ce côté-ci. Ensuite, je traverse de l'autre côté. Monsieur Levac, juste une petite seconde. Oui. Monsieur le ministre, oui. Trois choses importantes. Merci de votre intervention. Juste, au moment où on se parle, là, il y a 125 projets qui sont en cours depuis l'an passé avec 30 centres de recherche au Québec qui visent justement des méthodes alternatives là, de l'utilisation des pesticides. Puis moi, ce que j'ai pu constater depuis mon arrivée, c'est que, première des choses, il y a tellement de compétences au Québec, puis on parle d'une trentaine de centres de recherche. Là. Par contre, c'est pas connu. Puis aussi, ce que j'ai constaté, c'est que ces gens-là, on n'a pas les conditions gagnantes en place pour s'assurer que tout le monde collabore. Puis une autre chose qui est importante, c'est qu'il faut que ça soit connu, ce qui se fait. Dieu sait que j'ai été interpellé dans les derniers mois, dans les médias et tout ça, par rapport à ça. Mais il y a une partie de cette interpellation-là qui vient du fait que les gens ne savent pas. Les gens ne sont pas informés. Alors, moi, une chose qui est très importante, c'est que, c'est qu'on va tout mettre en œuvre au ministère pour s'assurer qu'il y ait encore une plus grande collaboration. On parlait de silos, là, tous ces centres de recherche-là. Oui, on veut les voir en compétition quand on lui présente des projets pour avoir la meilleure solution avec la meilleure expertise au meilleur coût pour les contribuables québécois. Mais ces gens-là, ultimement, là, ils s'en vont tous dans la même direction. Il faut les faire travailler ensemble. Fait qu'on va s'appliquer à ce que les gens travaillent encore davantage ensemble. C'est important sur la place publique que soient connus tous les travaux qui sont faits. Puis d'où l'importance aussi d'avoir des vitrines. On a peut-être présentement, je pense, c'est une douzaine ou 15 vitrines répandues sur le territoire du Québec, que quand on trouve des avancées importantes, significatives au niveau de substitution des nouvelles méthodes de culture qui n'ont pas besoin de pesticides, bien, on a des agriculteurs aujourd'hui qui se teament, qui se mettent en équipe avec le MAPAC, puis qui sont à même d'être des lieux qu'on peut aller visiter, à qui on peut parler, puis on peut de visu constater qu'est-ce qu'ils font, puis se faire compter par eux-mêmes le comment sur le terrain, mais aussi les bénéfices pour leur production, puis les bénéfices aussi pour la réduction, là, pour l'utilisation des pesticides. Alors, on est très actifs. On va augmenter cette collaboration-là avec les centres de recherche. Présentement, comme je vous dis, il y a à peu près, je pense, c'est 18 millions de dollars qui sont investis par le MAPAC dans ces projets-là. Mais ce qui est important, c'est que ces centres-là aussi vont chercher des ressources ailleurs, dont au niveau du gouvernement fédéral. Fait que ce 17 millions-là, en réalité, là, il se compose, puis il est rendu peut-être à 70 millions aujourd'hui qui est investi dans des projets pour trouver des alternatives. Puis ça, bien, on va aller de l'avant, on va continuer, puis on va en avoir encore davantage. Nous allons prendre une dernière intervention dans la salle, M. Levac. D'accord. Avec M. Francis Desrochers du secteur des producteurs de la pomme de terre. Merci beaucoup. Belle initiative, Monsieur le ministre et les ministres aussi. Je salue tout le monde aussi sous-ministre. Écoute, les points que vous avez soulevés, moi, tantôt, je me pinçais parce que je pensais que je rêvais de voir 3 ministres ici de secteur parce que en tant que tel, vous savez, moi, je suis dans la pomme de terre, mais les gens qui sont... Je suis président pour le secteur pomme de terre, mais on a perdu un de nos administrateurs au mois de février, puis ça nous a pas mal touchés. Ensuite, au niveau de l'environnement, il y a un point qu'on n'a pas vraiment parlé, c'est l'eau. Vous savez, avec un été qu'on a passé l'année passée, que ce soit au niveau horticole, ornemental, on est des utilisateurs d'eau avec les nouveaux, moi, en tout cas, moi je viens de la région de Joliette, des anciennes terres à tabac, des terres de sable. Il ne faut pas survivre économiquement, il faut utiliser l'eau. Puis ça, c'est avec la nouvelle réglementation, la réglementation sur les tourbières, le prélèvement de l'eau, ça nous touche. Je pense qu'il faut faire, en tout cas, il faut s'asseoir ensemble. Puis je suis content de vous voir ici, trouver une solution. On veut être partie prenante de ça. Il y a un comité qui a été formé dans ma région de producteurs qui utilisent l'eau de la tourbière, puis on veut trouver une solution ensemble, puis de quoi de logique. Parce que notre peur, c'est de un jour de ne plus être capable d'utiliser l'eau de la tourbière. Secondo aussi, le monsieur tantôt, le maire de Manceau l'a soulevé. Moi, je vais dans les écoles, puis je démontre qu'est-ce que je fais comme travail.
Parce que je suis content, parce que moi, je me considère comme un professionnel dans mon domaine. Puis je pense qu'on ne le dit pas assez souvent en tant que producteur. On est considéré comme une image. Un producteur, c'est une image, ou je ne sais pas, c'est comme bucolique. Mais on est des professionnels de notre secteur, puis on veut être consultés. Une journée comme aujourd'hui, je suis content d'avoir tous les secteurs ici. Puis on fait partie d'une industrie. Participons ensemble, en symbiose, à la faire grandir, encore une fois, notre industrie, puis elle est belle, puis elle est super bonne. Puis je pense qu'une journée comme aujourd'hui, ça nous permet de la promouvoir. Puis, comme je dis, l'éducation, c'est important. Je vais dans les écoles, vous devriez voir les jeunes, d'avoir des pommes de terre bleues, ça capote, c'est comique, mais ils ne le savent pas, puis les efforts qu'on met. Ça fait qu'en tout cas, ça, c'est un message à soulever. Puis, je vous remercie du temps que vous m'avez donné. Merci. Merci beaucoup. Et Lionel, je vous demande de rester avec nous parce qu'on a un deuxième sondage interactif et on a besoin de vous et de vous partout dans la salle. Alors, vous connaissez la routine, mais je vous la redis. Vous vous rendez sur le site web menti.com, menti.com. Vous entrez le mot de passe 831993. Vous appuyez sur le bouton « Submit ». La question apparaîtra automatiquement sur votre écran. Vous répondez à la question, vous cliquez « Envoyer ». En fait, c'est la même chose que pour le sondage précédent. D'ailleurs, quand vous avez répondu, c'est le même principe que quand vous aviez des questions ou des commentaires à émettre pour le sondage. Je vous fais une petite remarque. Et quand vous utilisez l'application pour poser des questions ou émettre des commentaires, comme je vous l'avais dit, très important que vous indiquiez votre numéro de cocarde et votre numéro de table si vous voulez qu'on vous retrouve dans la salle. Par exemple, si c'est 125, votre numéro de cocarde et vous êtes à la table 12, vous inscrivez 125T12. Mais pour le moment, vous répondez au sondage. Alors, si tout le monde est prêt, je cède la parole à Lionel Levac. Oui, un sondage avec 3 questions. La première, à propos des mesures et actions présentées dans l'orientation numéro 1. Est-ce que ces mesures et actions présentées couvrent adéquatement les priorités identifiées pour 2019-2020 afin de répondre aux besoins des consommateurs? Donc, vous avez déjà commencé à voter et on en est rendu déjà à une cinquantaine de votants, de personnes qui ont voté. Et donc, on réfère toujours aux orientations, aux mesures et actions prévues à l'orientation 1. Donc, 3,3 sur 5, ce qui est plus fort que 3,3 effectivement. Donc, encore quelques secondes pour le vote. Nous allons voir si la tendance est quand même assez favorable à propos des mesures qui sont avancées dans cette orientation 1, présentée dans l'orientation 1. Donc, c'est assez stable, effectivement, à 3,3 sur 5. Donc, on peut dire qu'il y a une tendance, effectivement, favorable qui indique que les mesures qui sont avancées, les mesures et les actions qui sont avancées dans l'orientation numéro 1 conviennent, sont appréciées par une majorité des gens ici dans la salle. Donc, le vote est presque terminé. Je ne veux pas vous pousser à voter vite, mais votez un peu plus vite. Moi, mon travail, c'est de faire sortir le vote. OK, c'est assez stable à 188 votants, donc on peut considérer que ce résultat de 3,3 sur 5 est à peu près final. Donc, c'est favorable aux mesures et actions qui sont présentées dans l'orientation numéro 1. Nous avons 2 autres questions sur lesquelles il faut voter. Et donc, je vais y aller tout de suite avec cette deuxième question. Cette fois, en ce qui concerne les mesures et actions présentées dans l'orientation numéro 3. La question, est-ce que ces mesures et actions couvrent adéquatement les priorités identifiées pour 2019-2020 afin de favoriser des entreprises attractives et responsables? Le principe est le même, vous votez de 0 à 5 dans votre appréciation de tout ça. Et déjà, on est rendu à 2,8 sur 5, 120 voteurs, 130. Donc,
un petit peu moins favorable de la part des gens qui votent en faveur de ces mesures-là, si on compare au vote précédent, mais ça indique quand même une tendance majoritaire à appuyer les mesures et actions qui sont présentées dans cette orientation numéro 3. Donc, on est rendu à 180 personnes qui ont voté, donc 2,8 sur 5. Donc, encore quelques secondes. On avait 188 personnes qui ont voté tout à l'heure. Il y en aurait 5 qui seraient sortis de la salle depuis. Ou des abstentions, oui, carrément. Donc, bon, considérons que c'est final comme résultat, 2,8 sur 5. Ça marque quand même une tendance majoritaire en appui aux mesures et actions qui sont présentées dans l'orientation numéro 3. Et le troisième, et c'est du vote en cascade, ça. La troisième question, troisième et dernière pour ce bloc de sondage, vous allez identifier 3 travaux pour aller plus loin parmi les 6 présentés sur lesquels nous devrions concentrer nos efforts à court terme. Donc, il y a 6 options, vous en choisissez 3 et on verra à ce moment-là si une tendance se manifeste. Oh, c'est assez chaud quand même. 19, 19, 23, 18, 20. Oh, ça bouge, ça bouge. Mais il y a quand même, en fait, la lutte se fait à 4 éléments sur les 6. Et oui, c'est assez chaud, effectivement. Mais on a quand même 3 éléments là, qui sont très, presque égaux, en fait, dans le vote. Information aux consommateurs, 23 % jusqu'à maintenant. Marché institutionnel, achat local, 20 % et main-d'œuvre, 22 %. Il y a un petit peu de fluctuation, un point ici et là, mais je crois qu'effectivement, on a les 3 tendances qui se manifestent, les 3 sur 6. Donc, information aux consommateurs en première position avec 24 % du vote. Marché institutionnel, achat local avec 21 % et ex aequo, main-d'œuvre avec. Ah, main-d'œuvre vient de prendre les devants avec un point d'avantage, 22. Alors voilà, je pense que c'est complet pour les résultats de ce 3e vote du sondage interactif. À vous, Pascal Tremblay. Merci, Lionel Levac. Très intéressant comme résultat. Et vous avez remarqué, nous avons la chance d'avoir avec nous la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, l'honorable Marie-Claude Bibeau. J'invite donc Mme Bibeau à prendre la parole. Merci à tous, M. Lamontagne, M. Charette. C'est vraiment un plaisir d'avoir été invité à cet événement aujourd'hui. Je veux vous féliciter non seulement pour la politique bioalimentaire, mais pour cet effort de concertation puis de rassembler les gens. On se met toujours un peu en danger quand on fait ça, mais c'est tellement, tellement important, tellement fondamental d'avoir une discussion ouverte, franche. Le mécanisme du sondage permet d'avoir le pouls de la salle immédiatement. C'est vraiment intéressant. Et puis, vous le savez, nous aussi, on est dans le processus d'une politique alimentaire. On a aussi fait une grande consultation. Il y a 45 000 personnes. Je suis certaine que plusieurs parmi vous avez participé d'une façon ou d'une autre à cette consultation-là. Alors, c'est toujours agréable de voir à quel point on peut travailler ensemble et ramer dans la même direction avec un très, très grand nombre de partenaires. Je n'ai pas besoin de vous convaincre, vous le savez, à quel point l'industrie... les différentes industries qui tournent autour de l'agroalimentaire, de l'agriculture, c'est important ici au Québec et à travers le pays, à travers le monde, dans le fond. C'est fondamental. Au Canada, on parle d'un emploi sur 8. Alors, toute la question au niveau de l'impact économique et l'impact aussi sur la vitalité de nos régions, c'est extrêmement important. On parle, il y a des sujets qui reviennent un peu toujours, mais vraiment, on sent que toutes les attentes
des consommateurs ont beaucoup changé, je dirais, dans les dernières années. Il y a vraiment un mouvement, une évolution. Évidemment, on cherche toujours à avoir des aliments qui sont sains, qui sont sûrs, qui sont nutritifs, mais on voit aussi qu'il y a de plus en plus d'attentes au niveau environnemental, au niveau du bien-être animal, au niveau le secteur biologique aussi est de plus en plus en demande. Donc, toute la question des aliments de production durable, éthique et locale, comme vous l'avez si bien mentionné dans votre politique, de plus en plus recherchée, et c'est important de répondre aux attentes de nos citoyens. Comme je disais tout à l'heure, très impressionnant de voir à quel point toutes ces tables filières, la société civile, les experts, les consommateurs eux-mêmes ont été consultés et ont été partie prenante de votre nouvelle politique. Puis sans vouloir faire de jeu de mots, mais je crois que vous l'utilisez aussi parce que c'est un incontournable. Il faut éviter de faire des silos. Il faut éviter de travailler en silos. Et c'est vraiment agréable de pouvoir le faire non seulement à travers le secteur, mais aussi entre les différents gouvernements provinciaux, fédéral, qu'on puisse travailler ensemble. Vous mettez l'emphase sur la promotion des aliments du Québec. Évidemment, on veut promouvoir nos aliments. Et d'ailleurs, dans la politique alimentaire du Canada qui va être lancée bientôt, il va y avoir un volet tout particulier pour ça. Donc, promouvoir les produits canadiens, mais aussi ça va se travailler avec les provinces, avec les régions. Et non seulement du côté marketing, du côté vraiment marque de commerce, mais je veux vraiment mettre une emphase particulière pour qu'on puisse reconnaître le travail de nos producteurs aussi, reconnaître leurs soucis pour, évidemment, la grande qualité de nos aliments, leurs soucis de l'environnement. Alors, je crois qu'il y a de très belles histoires à raconter et c'est important que les consommateurs sachent d'où viennent leurs aliments et qu'ils reconnaissent ce travail, qu'ils en soient fiers et que cette relation de confiance aussi soit renforcée. Donc, tout le côté promotion de nos aliments est extrêmement important. Vous avez mentionné tout à l'heure le guide alimentaire canadien. Donc, ça aussi, c'est évidemment en réponse aux attentes des consommateurs, mais beaucoup, on est très fiers d'avoir fait ça basé sur la science et de trouver un équilibre dans tout ça. Parce que ultimement, ce qu'on veut, c'est la santé de nos gens, tout en mettant en valeur nos différents produits ici. Quelqu'un a aussi mentionné à travers les interventions et les questions l'importance, je crois que c'est quand je suis arrivée, de bien nourrir nos enfants aussi dans les écoles. Donc, on a un intérêt parce que c'est quelque chose qu'on a énormément entendu dans la consultation à travers le pays. Donc, on veut avoir cette relation-là, cette discussion-là avec les provinces pour voir comment on peut faire pour investir plus, pour avoir un programme alimentaire dans les écoles. Alors, c'est une discussion qu'on va pousser plus loin parce que autant à votre niveau qu'au nôtre, on a tellement entendu et c'est tellement fondamental. C'est non seulement une question de santé, mais il faut offrir à nos enfants la chance de développer leur plein potentiel et c'est pour notre avenir à tous. Dans la politique alimentaire canadienne, vous allez aussi trouver un fonds pour les infrastructures locales, donc et infrastructures dans le sens les marchés publics, les cuisines communautaires, les projets gérés par des banques alimentaires, par exemple. C'est quelque chose que vous allez voir pour lequel on a eu beaucoup de demandes, autant dans le secteur urbain que dans le secteur rural. Il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. On peut faire une petite parenthèse sur le volet économique aussi. Votre politique bioalimentaire valorise l'exportation. Évidemment, nous aussi, avec tant d'efforts pour la signature d'accords internationaux. C'est sûr que c'est toujours un dilemme dans le secteur de l'agriculture. Beaucoup de secteurs misent sur l'exportation, l'ouverture de nouveaux marchés. Et quand on peut ouvrir des marchés, on peut augmenter nos productions, on travaille sur l'innovation, sur la compétitivité, bien, ça vient baisser nos prix ici. Localement aussi, on a des secteurs qui sont sous gestion de l'offre auxquels il faut porter une attention particulière et avoir une paire de lunettes totalement différente quand on est dans ces négociations-là. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques compromis qui ont été faits au niveau de la gestion de l'offre, mais notre engagement est toujours aussi ferme et j'ai bon espoir de pouvoir vous donner tous les détails avant la fin du mois de juin sur comment vont se déployer nos compensations pour les secteurs sous gestion de l'offre. Néanmoins, on est le seul pays du G7 qui a des ententes avec tous les autres pays, donc beaucoup d'opportunités d'affaires pour les secteurs qui sont
qui opèrent dans un libre marché. Et j'étais au Japon il y a 2 semaines maintenant pour le G20. Et encore là, beaucoup d'opportunités pour pouvoir parler de l'importance des échanges commerciaux, mais des échanges commerciaux qui sont basés sur des règles de commerce reconnues, respectées, des échanges aussi qui sont basés sur la science. Alors, c'est une discussion qu'on a eue de façon très, très, très importante. Alors, de façon générale, comme je le disais, ça fait plaisir d'être à vos côtés de façon régulière, M. Lamontagne, qu'on puisse travailler ensemble, ramer dans la même direction, agir chacun dans nos champs de responsabilité respectifs pour assurer la vitalité de nos régions rurales, de nos fermes familiales. Ça nous tient à cœur. Au niveau de la recherche et de l'innovation, on investit énormément, nous aussi, dans nos centres de recherche. On a réengagé 75 scientifiques dans nos centres de recherche, sans compter les investissements majeurs dans les grappes de recherche, les projets agri-sciences, par exemple. Beaucoup d'investissements dans l'innovation dans le secteur agricole aussi, entre autres, dans plusieurs secteurs, mais 100 millions destinés directement au secteur agricole. Alors, vraiment, on mise aussi beaucoup sur l'innovation. Et on va avoir le plaisir de continuer à travailler ensemble. Et avec tous nos autres collègues des provinces au mois de juillet, vous allez être l'hôte à Québec de la table ministérielle. On va être, oui, co-hôte à Québec de la table qui va réunir tous les ministres de l'Agriculture à travers le pays. Et alors, c'est ça, on mise ensemble sur l'importance de s'assurer que tous nos citoyens ont un accès à des aliments qui sont sains, qui sont sûrs, qui sont nutritifs, qu'on a une industrie qui est prospère, qui est durable. Et pour ce faire, d'où l'importance, j'accorde aussi une importance particulière, peut-être aussi parce que je suis la première femme ministre de l'Agriculture au Canada, mais j'accorde aussi une importance particulière à la présence et la participation active des femmes et des jeunes dans tout cet exercice. Alors, merci à tous de votre participation. Merci beaucoup, Mme Bibeau. Merci de votre visite. Effectivement, vous êtes la première femme ministre de l'Agriculture, mais aussi, je pense que c'est depuis le 19e siècle qu'on n'avait pas eu un ministre de l'Agriculture qui venait du Québec. Alors, écoutez, d'avoir une ministre de l'Agriculture qui est collée sur la réalité, vous venez d'un comté agricole, vous connaissez la réalité de nos producteurs laitiers, vous connaissez la réalité de notre agriculture, puis dans les quelques entretiens qu'on a eus déjà ensemble depuis que vous avez été nommé ministre, j'ai pu sentir, percevoir cet intérêt-là pour la réalité du Québec. Je comprends que vous avez une réalité nationale, mais vous ne semblez pas oublier d'où vous venez. Alors, c'est tout à votre bénéfice, puis on vous remercie. Puis d'avoir eu votre présence aujourd'hui dans le cadre de notre grande rencontre, c'est un témoignage de votre intérêt, c'est un témoignage de votre curiosité, puis en même temps, c'est un témoignage de votre soutien. Puis au nom de tout le monde ici, là, je vous en remercie vraiment. Merci beaucoup, Mme Bibeau. Merci beaucoup, Madame la ministre. Et sur ces propos, on va faire la transition vers la pause du midi. On vous invite à vous diriger vers la salle B, juste à côté pour le dîner. J'en profite pour vous souligner que les produits consommés ce midi sont des produits québécois et que les surplus alimentaires seront remis à la Fondation de la Tablée populaire de Drummondville. Ceux et celles parmi vous qui ont déclaré des restrictions alimentaires, vous devez vous rendre à la table dédiée à cette fin. Elle est clairement identifiée. Présentez votre carton qui vous a été remis à l'accueil pour l'échanger contre le repas qui a été préparé spécifiquement pour vous. Et nous reprendrons les activités à 13h30. Merci.